plus lentement. J'ai peut-être été un peu vite, comme j'ai vu que l'heure tournait, j'étais plus vite. Mais donc, pour faire simple, en disant les choses plus lentement, un énoncé sera rématique quand il aura un statut posé, un statut nouveau, quand l'information est nouvelle. Ouais, on va dire ça comme ça paraît plus simple comme ça. Donc, un énoncé est rématique quand l'information est posée, nouvelle. Quand je dis que je pose l'information, que l'énonciateur pose l'information, ça veut dire qu'elle est nouvelle. Il la pose en discours, il la présente en discours, elle est nouvelle. D'accord ? C'est ça. En fait, le statut rématique d'une information ou d'un énoncé, ça veut dire statut nouveau, statut posé. Maintenant, un énoncé, une information est thématique quand il ou elle, donc si c'est l'énoncé ou l'information, a un statut repris. Donc l'information n'est pas nouvelle, elle est déjà connue et elle est reprise par l'énonciateur. Je vous laisse lire ce que j'ai écrit et y réfléchir et vous me dites si c'est plus clair ou pas. Et je vais vous donner des exemples dans 1 minute. Est-ce que ça vous paraît plus clair quand je dis ça comme ça? C'est plus clair? Alors, je vais vous donner 2 exemples différents. Premier exemple. Attendez, j'essaie quand même de trouver une phrase qui fasse sens un minimum. Alors, la phrase que je vais vous dire, c'est pas la tournure la plus naturelle qu'on utilisera en anglais, mais voilà, pour gagner du temps. Alors, exemple, a dog is in my garden. On est bien d'accord qu'en anglais, on dira beaucoup plus naturellement there's a dog in my garden. Mais si j'utilise cette tournure-là, ça va vous complexifier les choses parce que si j'utilise there's, on a du TH, on a du thématique. Et donc, ça sera trop compliqué. Donc, voilà. Je vous le signale, c'est pas forcément la tournure la plus naturelle qui soit en anglais, a dog is in my garden. Ça se dira, mais vraiment, ce serait un enfant qui dirait ça, par exemple, qui n'utiliserait pas une tournure idiomatique en anglais. Alors, ça, c'est ici, enfin, dans cette phrase, a dog est rématique. Pourquoi? Parce que l'article et ça on l'a vu l'année dernière, sert à poser quelque chose de nouveau. Donc, l'article sert à poser une information nouvelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je dis a dog is in my garden, le dog, on ne sait pas trop qui c'est. Je viens de poser l'information, je vous informe qu'il y a un chien qui est dans mon jardin. Un chien que je ne connais pas, qui est nouveau pour moi. Ce n'est pas mon chien, ce n'est pas le chien des voisins, c'est un chien. D'accord? Donc, il est là, il est nouveau, il est posé en contexte. C'est pour ça que j'utilise a. Maintenant, autre exemple. The dog of my neighbors. À nouveau, on dira beaucoup plus naturellement my neighbor's dog. OK? Mais pour vraiment que vous fassiez la différence de façon simple, j'utilise des énoncés très particuliers. Donc, the dog of my neighbors
is in my garden. Avec un G, c'est mieux. Dans cet exemple-là, the dog of my neighbors, j'utilise the. Et ça, c'est typiquement thématique. En effet, l'article the sert à reprendre une information ou un élément déjà connu, déjà posé. Si je vous dis the dog of my neighbors, vous voyez, c'est pas un chien nouveau, un chien inconnu qui débarque dans le jardin, c'est un chien bien spécifique, c'est le chien de mes voisins. Je le connais ce chien-là, je l'ai déjà vu, c'est le chien de mes voisins. D'accord? Donc, je ne pose pas l'information un chien, je reprends l'information le chien, vous savez, qu'on a déjà vu, qu'on connaît, qui est celui de mes voisins. Donc ça, c'est un statut repris, déjà connu, déjà posé. C'est plus une information nouvelle. D'accord? Donc vous voyez, rématique, thématique, ça peut s'utiliser pour parler des temps, ça peut s'utiliser pour parler des articles, ça peut s'utiliser pour parler de plein de choses. C'est comme la différence entre un chien et le chien. Exactement. En français, c'est pareil. Rématique, thématique, c'est pas utilisé que pour commenter l'anglais. On peut l'utiliser pour faire de la linguistique française, donc parler de la langue française. Effectivement. Oui, j'aurais pu vous prendre c'est vrai que j'aurais pu prendre des exemples en français. Il y a un chien dans mon jardin, bah, je pose l'information. Par contre, si je vous dis, je sais pas moi, le chien de mes voisins est dans mon jardin, le chien de mes voisins, il est connu, le chien. C'est pour ça que je peux utiliser le, parce qu'il est déjà connu. C'est pas un nouveau chien qui débarque qu'on connaît pas, c'est le chien que je connais. D'accord? Donc, rématique, thématique, bon, là, c'est vraiment des exemples simples pour que vous puissiez comprendre le principe. Hein. On pourra utiliser ces termes-là aussi quand on va parler de temps et d'aspect. Si je dis Pamela, pourquoi ce prénom, je ne sais pas, lives in New York, on a ici du présent simple. D'accord? Le présent simple, normalement, vous l'avez vu, l'année dernière, on en avait parlé, sert à poser, à valider une information. Donc là, je vous informe qu'elle vit à New York. Vous ne le saviez pas, je vous en informe. Donc, c'est rématique. L'information principale ici, c'est elle vit à New York. C'est comment dire, c'est le procès. Maintenant, si je dis, je réfléchis pour prendre vraiment l'exemple le plus simple possible. J'aime beaucoup là en vrai. Il y a quelqu'un qui a parlé? Non? Ok, bon, j'ai rêvé. Je réfléchis pour vous prendre vraiment l'exemple le plus simple possible pour vous montrer la différence. Ah, ok, c'est rien. Ben, je vais prendre cet exemple-là. Pamela has been living in New York for 5 years. Là, j'ai plus du présent, enfin, j'ai du présent simple qui est ajouté à l'aspect AVN, d'accord? Donc là, j'ai du présent plus l'aspect AVN. Les lettres langues, vous aviez déjà linguistique au S1, hein, enfin au S3, donc normalement, le cours d'Anna Brannan, vous l'avez eu. Hein. Enfin, c'est une question. On dirait pas, mais c'est une question. Oui, d'accord, ok, c'est bon. Donc vous avez quand même les notions d'aspect, etc., etc. Donc on a ici donc du présent avec l'aspect en AVN, d'accord. Donc on ne fait pas que poser l'information. Certes, on dit qu'elle vit à New York, mais on fait surtout un bilan. Normalement, quand vous avez parlé de l'aspect en AVN, vous avez parlé de la notion de bilan.
de valeur rétrospective. Donc là, l'information essentielle, c'est pas elle est à New York. L'information essentielle, c'est elle y est depuis 5 ans. Donc en gros, je sais déjà qu'elle habite là-bas. J'ajoute l'information elle y est depuis 5 ans et dans la phrase suivante, on va sans doute dire donc elle parle très bien anglais ou donc elle connaît très bien la ville et elle peut vous emmener dans les meilleurs endroits. Il va y avoir autre chose derrière. D'accord? Donc on ne donne pas l'information brute, l'information simple, elle vit à New York, point, et on passe à autre chose. On va commenter cette information-là. On va la reprendre pour la commenter, pour ajouter quelque chose de nouveau. Enfin, quelque chose en plus. Je ne vais pas utiliser le terme nouveau, sinon ça va vous embrouiller. Donc on reprend l'information pour ajouter quelque chose, autre chose. Donc je vais vous écrire ça. Donc présent plus aspect en AVN sert à reprendre l'information, donc l'information de la RP, she/live in New York, que l'on connaît déjà, et à en faire quelque chose de plus. Ici, on fait un bilan. On reprend l'info pour ajouter un élément. Donc ici, on fait un bilan, ça peut être faire un commentaire. Donc ça, c'est thématique. D'accord? Donc en gros, si on doit résumer tout ça, ce qui est rématique, c'est ce qui est nouveau, posé. Ce qui est thématique, c'est ce qui est déjà connu, repris. Donc, à nouveau, hein, ça va vous servir, mais vraiment pour tout. Au CAPES, par exemple, si vous devez commenter l'utilisation des articles, si vous avez un article puis un article the dans un texte et qu'on vous demande de le commenter, il faudra utiliser cette notion-là. Si on vous demande de commenter un temps simple et un aspect, il faudra utiliser cette notion-là. Si on vous demande de commenter des propositions relatives en WH ou en TH, donc avec which, who ou that, il faudra utiliser cette notion-là. Donc cette notion de rématique thématique, vous devez l'utiliser dans quasiment tous les contextes en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment mon enseignant, quand moi j'étais à votre place, disait toujours c'est la tarte à la crème de la linguistique. Rématique thématique, c'est-à-dire c'est la base. C'est vraiment la base quoi. Il faut maîtriser ça pour pouvoir faire tout commentaire de linguistique. Alors après évidemment, si vous n'utilisez pas ces termes précis et que vous réussissez à expliquer quand même qu'on a un statut nouveau ou un statut repris, on va pas vous le reprocher outre mesure, mais c'est quand même mieux d'avoir les termes précis et ça vous fait gagner du temps. Donc ça c'est vraiment, et moi, si c'est toujours moi qui vous fais les cours de préparation au CAPES, donc quand vous y serez dans 2 ans, et si l'épreuve n'a pas changé, bon ça c'est moins sûr, je vais vous en parler sans arrêt, donc il faut vraiment maîtriser ces termes-là. Et je me souviendrai que j'ai fait un point là-dessus cette année. Donc retenez tout ça. Ça va? Est-ce que c'est plus clair? Oui, ça va? Ok, bon, super. Donc à nouveau, c'est pas forcément ce qui va nous être le plus utile cette année avec les modos, mais l'année prochaine, quand vous parlerez des relatives, normalement, vous devriez en parler. Normalement, c'est vraiment quand on compare les pronoms relatifs entre eux, il y a vraiment cette notion claire. Avec le WH, donc avec which et who, on a une information posée. La relative apporte une information nouvelle, alors qu'avec le TH, c'est une relative déterminative qui apporte une information déjà connue, déjà posée. Bref, vous verrez ça l'année prochaine en détail, mais c'est vraiment essentiel. Donc, quelqu'un a allumé son micro. Ça me dérange pas en soi, au contraire, j'aime bien j'ai l'impression au moins d'être avec vous, quoi. Mais je vous le dis, si jamais vous êtes en grande discussion avec votre chien ou
vos parents. Je suis pas en train de mettre les parents et le chien sur à la même hauteur, hein. Mais je vous le signale, on vous entend. Je sais pas qui c'est, mais on entendait quelqu'un avait allumé son micro. J'entendais l'ordinateur. Ok, donc on reprend les phrases de TD. La semaine dernière, on a fait les 3 premières phrases. Alors comme je vous l'ai signalé dans le mail que j'ai envoyé, je sais plus quand, hier ou avant-hier, donc je vous ai envoyé parce que je vous l'avais dit, donc je vous ai envoyé la correction tapée, aussi parce que la première semaine, les cours ont été placés à la dernière minute et certains ne pouvaient pas assister aux cours. C'est aussi pour ça que je vous ai envoyé le détail. À partir d'aujourd'hui, je ne le ferai plus. Alors c'est pas que je veux pas, mais je vous dicte les choses de toute façon. Donc les éléments, vous les avez. Si je vous envoie les cours, j'ai peur que ça incite certains à ne plus assister aux cours, par exemple. Voilà, donc je préfère faire les cours en live et vous les dicter. Sinon, enfin, voilà, si je vous envoie mes cours, ça sert plus à rien de faire cours en live. Et moi, ça me prend 2 fois plus de temps parce que je fais le cours en live et je retape les choses parce que, comme je vous l'ai déjà dit, moi, je fais beaucoup de choses au brouillon, donc il faut que je retape tout. Et donc, ça me prend du temps. C'est pas que je veuille pas y consacrer du temps, mais puisqu'on fait le cours en live, autant le faire à fond et faire comme si les cours se passaient normalement. Si les cours s'étaient passés en présentiel, je ne vous aurais jamais envoyé mes cours. Voilà, donc on reprend, on avait terminé la phrase 3, on passe donc à la phrase 4. Et donc on fonctionne comme la semaine dernière, quelqu'un va me donner sa proposition et puis on en discute. Donc la phrase 4, c'est « Il parlait l'allemand couramment quand il était enfant. Une fois, il a même pu traduire un poème très difficile. » Alors, qui a envie de proposer cette traduction ? Alors, Clara, he was oftenly, c'est ça? Ouais, he was oftenly speaking German when he was a child. He also could translate a hard poem. Ok. Maxime, he could speak German fluently when he was a child. Once he was even able to translate a very difficult poem. C'est bien parce qu'on a 2 choses complètement différentes, donc on va pouvoir les comparer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Êtes-vous d'accord avec l'une ou l'autre des propositions? Donc, on va d'abord s'intéresser à la première partie de la phrase, à la première phrase d'ailleurs. Il parlait l'allemand couramment quand il était enfant. Donc, Clara propose « He was oftenly speaking German when he was a child ». Et Maxime « He could speak German fluently when he was a child ». Qu'est-ce que vous en pensez? Elisa, vous avez mis la même chose que Maxime, c'est ça? Vous avez utilisé could? J'ai mis... ah non, j'ai mis he spoke German fluently when he was a kid, mais c'était plus pour l'idée de fluently. Clara a dit oftenly et du coup, c'est pas le même sens. Ok. Ok, donc vous utilisez du prétérit simple. Oui. C'est ça? Ok, donc on va en discuter aussi, c'est une possibilité. Donc Margot, he fluently spoke German when he was a kid. Ok. Alors, oui, effectivement, fluently, oftenly, Clara, non, ça n'existe pas en anglais, oftenly. Donc, ça, on oublie. Donc, fluently, il parlait couramment. D'accord? Donc, ça, première chose. L'adverbe, on le corrige, donc fluently et pas oftenly. Maintenant, on a 3 propositions. Soit be plus ing, he was fluently speaking German, he was speaking German fluently. Première proposition. He could speak German fluently. Deuxième proposition. He fluently spoke German ou he spoke German fluently. On mettra fluently après plutôt. Et Clémence propose autre chose encore. He was fluent in German. Mais bon,
c'est une autre reformulation, mais c'est du prétérit simple aussi. Donc, on va parler de tout ça. Donc, différentes propositions, je résume, soit le modal could, soit be plus ing, soit du prétérit simple, sur speak ou sur be pour he was fluent. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les trois sont possibles? Est-ce que les trois propositions fonctionnent? Les trois sont possibles, mais ont des sens différents. Oui, effectivement, dès qu'on utilise une forme verbale différente, de toute façon, on exprime autre chose. Yes, ok. Alors, quel sera l'effet de sens si on a du ing? He was speaking German fluently when he was a child. A kid, peu importe. Donc, si on a du ing, quel va être le sens? Qu'est-ce qu'on exprime avec he was speaking German fluently when he was a child? On parle d'un événement précis. Alors, effectivement, ça va être un petit peu bizarre avec du ing. Alors, c'est pas impossible, grammaticalement, c'est pas agrammatical du tout. Mais effectivement, ici, c'est bizarre avec le when he was a child. Parce que si on dit he was speaking German fluently, on a l'impression effectivement qu'on parle d'un événement précis, d'un événement qui aurait été en cours de déroulement à un moment particulier. Et d'ailleurs avec fluently, c'est un peu bizarre aussi. Ce serait he was speaking German when the teacher told him his friend was English, par exemple. Okay. Donc ce serait un événement précis qui aurait été en cours de déroulement à un moment du passé. Donc dans notre contexte, avec couramment et quand il était enfant, donc qui ici dénote d'une vérité générale, d'une caractéristique, de quelque chose qui était vrai dans le passé, c'est bizarre, be plus ing. À nouveau, c'est pas complètement agrammatical. On pourrait imaginer un contexte où l'énonciateur souhaite faire un commentaire particulier et du coup utiliserait du be plus ing, mais c'est pas ce qui va être le plus approprié ici. Donc be plus ing, dans notre contexte, avec il parlait l'allemand couramment quand il était enfant, donc on parle vraiment d'une caractéristique passée. Be plus ing, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qui va fonctionner le mieux. D'accord? Alors maintenant, entre he spoke et he could speak, effectivement, les deux fonctionnent. Quelle va être la différence? J'ai dit he spoke German, he was fluent in German, même chose. Donc, quelle va être la différence entre he spoke German fluently ou he was fluent in German d'un côté et he could speak German fluently de l'autre? Est-ce que vous arriveriez à expliquer? La différence, elle est toute simple. He could speak, ça marque pas le fait que maintenant il n'y arrive plus du tout? Pas nécessairement, non. Maxime dit avec le could, ça permet de parler d'une capacité passée. Oui. Y a-t-il un rapport avec le point de vue de l'énonciateur avec spoke contre could? Oui, exactement. Could speak, ce n'est pas un allemand. Même avec spoke, c'est pas nécessairement un allemand. C'est une bonne idée, mais pas nécessairement. Mais effectivement, vous avez raison, Maxime et Raphaël. Avec could, effectivement, on va parler d'une capacité. Alors vous allez me dire, si on dit he spoke German fluently, grâce au fluently, on parle aussi d'une certaine capacité. Certes, mais avec could, on met vraiment en avant, clairement, concrètement dans la phrase, qu'on parle de la capacité de he, qu'on commente la capacité du sujet. Et donc, qui fait ce commentaire? Effectivement, Raphaël, c'est l'énonciateur qui va commenter la capacité. Donc, si je dis he could speak German fluently when he was a child, c'est moi, énonciateur, qui vous donne mon avis, qui vous dit que effectivement, il avait la capacité de le faire. Si je dis he spoke German fluently, ça marche aussi, mais dans ce cas-là, j'asserte la RP, elle est vraie.
c'est sûr, et plusieurs personnes peuvent l'asserter. C'est pas juste mon point de vue, c'est vrai, c'est sûr. Quand il était enfant, il parlait couramment l'allemand. D'accord? Donc, dans les deux cas, on traduit la même phrase, mais en fait, c'est le commentaire de l'énonciateur qui va être différent. À nouveau, si je dis he spoke, on valide l'ARP, on asserte l'ARP et on fait pas de commentaire. C'est vrai à 100%. Si j'utilise could, j'ajoute du doute. C'est pas forcément vrai à 100% puisque c'est mon point de vue à moi qui dit la phrase. D'accord? C'est pas, enfin, quelqu'un d'autre pourrait ne pas être d'accord, pourrait me dire, bof, hein, he could speak German fluently and I don't completely agree with you. Ok? Alors si je dis spoke, c'est sûr à 100%. D'accord? J'allais vous poser une question, mais on va attendre de voir la fin de la phrase, enfin la deuxième phrase pour parler de ça. Comme on n'a pas de contexte, on peut tous les deux, oui, on peut utiliser les deux ici. Hein. Effectivement, vous pouviez sans problème utiliser le prétérit simple, c'est grammatical et ici ça marche parce qu'effectivement il n'y a pas de contexte. Alors là, comme on est dans une liste de TD sur les modaux, bon ben vous vous doutiez bien que j'attendais un modal, mais à l'examen, si vous aviez utilisé du prétérit, là dans ce contexte-là, ça marche, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant pour la deuxième phrase, et vous inquiétez pas, hein, je vais répéter la correction juste après. Je remonte pour voir ce que vous aviez proposé pour la deuxième phrase. Clara avait proposé once, he also could translate a hard poem. Et Maxime a proposé once he was even able to translate a very difficult poem. On dira plutôt difficult, effectivement, dans ce sens-là, que hard. Mais donc, effectivement, ici, on va pouvoir hésiter entre could et be able to. Célia, vous avez une autre idée? Oui, moi j'ai mis one time he has been able. He has been able to. Ok, alors je le note. Du coup, je vais noter les trois propositions et vous me dites si vous en avez d'autres. Hein. Donc, alors on dira plutôt once que one time. Alors once, ça veut dire one time hein, concrètement, mais il est plus idiomatique en anglais d'utiliser once. Donc once he could even translate a poem. Là, je mets pas tous les mots de la phrase hein, parce que c'est surtout la forme grammaticale qu'on va commenter. Autre possibilité, once he was even able to translate. J'ai oublié un S, c'est pas grave. The poem. Et autre possibilité, once he has been able, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. To translate, j'ai encore oublié le S. A poem. Et on a une autre possibilité juste au-dessus que Maëlle a proposé. One day, oui, pourquoi pas, one day once, les deux fonctionnent. He even managed to translate a very difficult poem. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une forme là-dedans qui n'est pas possible? Ou est-ce que toutes les formes sont possibles? Enfin, une ou plusieurs formes qui ne seraient pas possibles, éventuellement. Toutes sont possibles. Non, toutes ne sont pas possibles. Zut, bah ouais, tout ne fonctionne pas toujours. Alors, il y a une forme qui, grammaticalement, c'est pas possible, vraiment. Grammaticalement, il y a une erreur au niveau, je vais pas vous en dire plus, sinon vous allez trouver tout de suite. Mais oui, Morgane, c'est ça. La dernière proposition n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi ça fonctionne pas? Donc le he has been able, pourquoi ça marche pas? Bah moi j'ai mis le present perfect parce qu'en fait je me suis dit que du coup l'énonciateur il parlait d'un événement passé mais qu'il met son point de vue il est au présent, du coup je me suis dit qu'on pouvait mettre present perfect.
Alors, votre justification n'est pas stupide du tout, mais il y a quelque chose dans la phrase qui fait que grammaticalement, c'est pas possible. Parce que, alors attention, même quand on a des notions de commentaire, etc., il faut d'abord regarder la phrase, les éléments de la phrase et voir ce qui est possible grammaticalement, hein, concrètement. Donc, ici, qu'est-ce qui fait que le present perfect ne marche pas? Oui, c'est ça, c'est once. J'avais pas vu vos messages, ça vient d'apparaître là. C'est pas even, c'est once qui fait que ça marche pas. Pourquoi? Parce que once, c'est équivalent en fait à une date précise. Enfin, vous allez me dire une fois, c'est pas très précis, certes, mais ça permet de dater. C'est un événement précis qui a eu lieu dans le passé. Donc, on pose l'information. D'accord? Ici, on va pas faire un bilan sur quelque chose qu'il a fait dans le passé, qui a des conséquences sur le présent, etc., etc. Si on voulait faire ça, il n'y aurait pas once. D'accord? Normalement, vous avez appris déjà au lycée que si on a ago, par exemple, 3 years ago, on ne pourra pas utiliser have n, le present perfect, parce que justement, il y a ago. Et on a donc un moment précis, hein, une date ou un moment précis dans le temps. C'est la même chose avec once. On parle d'un événement précis dans le temps. Donc, present perfect n'est pas possible. D'accord? Ça va, Célia? C'est clair comme avec cette explication ou pas? Oui, ça va. Bah, après, vu que c'était pas trop précis comme bah, il n'y avait pas une date précise ou autre, je me suis dit qu'on pouvait le mettre, mais du coup, Ah oui, effectivement, c'était un peu piège et on ne peut pas forcément le deviner, mais ici, le une fois permet de situer dans le temps. Oui, je répète, Héloïse. Donc, une fois, once, permet de situer dans le temps, en fait, un événement précis. Il l'a fait à un moment donné du passé. Si on faisait un graphique, ou enfin, si on faisait une ligne, comment ça s'appelle, une frise chronologique, on aurait un moment précis où il a pu traduire un poème très difficile. C'est une occurrence passée datée. Alors certes, on ne dit pas le 25 janvier 1998, on dit une fois, mais c'est quand même daté. C'est un moment précis. À cause de ça, du fait qu'on est un moment précis dans le temps, on ne pourra pas avoir du have n, du present perfect. Puisque le present perfect, je vous rappelle, permet de faire un bilan sur une période. Donc depuis un moment présent, depuis un moment passé, et on fait le bilan dans le présent. Donc on parle d'une période qui s'étend. Alors là, c'est une fois, à un moment précis. Et dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser le present perfect. Donc on a éliminé une possibilité. Est-ce que c'est plus clair, Héloïse? Et les autres? Oui? Ok. Donc on a éliminé une des possibilités. On revient sur les autres. Donc je remonte dans la conversation. On n'a plus la dernière, donc on a encore deux possibilités, trois, parce qu'on a aussi managed. Donc, one day, once, he even managed to translate a very difficult poem. Première possibilité. Deuxième possibilité, once, one day, he could even translate a poem, a very difficult poem. Troisième possibilité, once, he was even able to translate a very difficult poem. Alors, il y en a deux qui sont synonymes là-dedans. Deux qui se rapprochent beaucoup, vraiment beaucoup. Lesquelles sont-elles? Oui, c'est ça, Reda, effectivement. Managed to, c'est synonyme de was able to. Donc ces deux-là sont synonymes, elles se rapprochent beaucoup. Donc on va commenter en fait managed to et be able to en même temps. Alors, est-ce que les deux sont possibles? Could d'un côté et be able to, manage to de l'autre côté. Réfléchissez bien à ce qu'implique un modal, ce que je vous dis depuis la semaine dernière, sur l'information sur laquelle j'ai vraiment insisté depuis la semaine dernière. Regardez bien la phrase en français. Le modal implique un doute. Exactement. Donc, là, il n'y a pas de doute. Exactement. Donc,
Exactement. Dans la phrase française, c'est un fait, on pose l'information, on asserte l'information, donc il n'y a pas de modal. Attention Aloïse, modal, ça s'écrit comme ça, avec un O, M-O-D-A-L, ou au pluriel, M-O-D-A-U-X. Effectivement, on parle d'un fait précis, et donc le fait de tout à l'heure de voir que c'est daté, c'est précis, ça s'est passé. Ça s'est passé à un moment, ça s'est réalisé. Donc on n'a pas de doute, ici il n'y a aucun doute, ça s'est produit à un moment précis. Donc l'énonciateur asserte l'ARP, il valide l'ARP, donc impossible de mettre un modal. S'il met un modal, il ne la valide plus. D'accord ? Donc c'est pour ça que ici could n'était pas possible. On pouvait utiliser could dans la première phrase pour il parlait l'allemand couramment quand il était enfant, parce que je décris une aptitude passée, quelque chose qu'il savait faire dans le passé, mais je ne décris pas un moment précis, un événement précis où il a réalisé la chose. Par contre, dans la deuxième phrase, une fois il a même pu traduire un poème très difficile, là, ça s'est réalisé, ça s'est produit. Comme ça s'est produit, on ne peut pas utiliser le modal. Si on utilise le modal, ça veut dire que ça ne s'est pas produit. Donc, ça va donner, je vais vous noter la solution, la forme finale. Donc, he could speak German fluently when he was a child, ou alors he spoke German fluently when he was a child. C'était possible aussi, comme ici on n'a pas de contexte. Once he was even able to translate a very difficult poem. Once he even managed to translate a very difficult poem. Donc je vous le note. He could speak ou he spoke German fluently avec un F, c'est mieux. When he was a child. Once he even managed or he was even able to Est-ce que j'ai pas fait de faute de phrase? He could speak, spoke German. Voilà pour la solution. Et donc on va refaire le commentaire ensemble pour que vous ayez bien toutes les idées. Quand vous relisiez votre cours, vous compreniez pourquoi on a choisi telle ou telle forme. Donc, dans la première phrase, je vous laisse peut-être 1 minute pour noter la solution. Donc, dans la première phrase, on a le modal can avec un ED chronologique. Can ED chronologique. Ce qui donne could. Ok ? On a can avec un ED chronologique. On a donc can au passé. On parle d'un événement passé. On parle donc de quelque chose qui était vrai dans le passé selon l'énonciateur. On parle de quelque chose qui était vrai dans le passé selon l'énonciateur. Could va donc parler ici d'un possible virtuel, hypothétique, qui n'est pas forcément réalisé, qui n'a pas forcément été réalisé plutôt. Donc could est utilisé dans ce genre de contexte pour parler d'un possible virtuel, hypothétique, qui n'a pas forcément été réalisé. Ah oui, pardon. Non, un plus loin possible. Donc l'article indéfini 1 et plus loin le mot possible. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé
comme vous entendez ce que je dis, vous voyez pas forcément les choses. Donc, could, dans ce contexte, est utilisé pour parler d'un possible, virtuel, hypothétique, qui n'a pas forcément été réalisé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on dit qu'il savait parler allemand, mais on ne dit pas qu'il a effectivement parlé allemand à un moment particulier, dans cette phrase-là en tout cas. On dit ici qu'il savait parler allemand, qu'il avait cette capacité éventuelle, mais on ne dit pas qu'il a effectivement parlé allemand à un moment précis. Autrement dit, on parle d'une aptitude dans le passé, d'une capacité dans le passé, mais pas d'un événement spécifique. C'est la même chose. Là, je reformule de plusieurs façons différentes, mais si vous voulez tout noter, notez tout. Comme ça, au moins, vous retenez la formulation qui vous parle le plus. Donc, on parle d'une aptitude, d'une capacité dans le passé, mais pas d'un événement spécifique. D'accord? Donc, could, avec un ED chronologique, s'utilisera dans ce contexte-là, quand on parle d'une capacité, d'une aptitude passée, mais pas quand on parle d'un événement précis. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser dans la deuxième phrase. Alors, si vous aviez choisi de traduire par he spoke German fluently, donc par du prétérit simple, donc si on traduit donc parler par spoke avec du prétérit simple et cette fois-ci sans modal, l'énonciateur pose l'information, asserte l'information he speak German, he/speak German fluently. Donc dans ce cas-là, l'énonciateur pose l'information, donne l'information de façon neutre, sans en faire le commentaire. Donc c'est pas son avis à lui, c'est quelque chose qui est validé par tout le monde. C'est l'avis général, ok, il parlait allemand couramment, tout le monde est d'accord, point. D'accord? Donc si on avait du prétérit simple, cette fois-ci, on n'a plus le commentaire de l'énonciateur. L'énonciateur ne fait que poser la relation et donner l'information qui peut être validée par n'importe qui. Donc forcément, l'énonciateur est moins impliqué. Alors maintenant, si on parle donc de la deuxième phrase, une fois il a même pu traduire un poème très difficile, cette fois-ci, on ne parle plus d'une capacité passée, on parle d'un événement, on parle de quelque chose de factuel qui a effectivement eu lieu. Donc dans la deuxième phrase, on ne parle plus d'une capacité hypothétique, on parle d'un événement précis, factuel. On parle d'un événement précis, factuel, qui a eu lieu, qui a effectivement eu lieu. Dans ce cas, quand c'est comme ça, quand on a un événement précis, un événement qui a eu lieu, qui a été réalisé à un moment particulier, dans ce cas-là, on doit utiliser be able to ou manage to. D'accord? Donc la différence entre la première phrase et la deuxième phrase ici, entre il parlait l'allemand couramment et une fois il a même pu traduire un poème très difficile, la différence c'est la réalisation effective du procès.
Dans la première phrase, on dit qu'il savait le faire, mais on ne dit pas qu'il l'a fait à un moment précis. Alors que dans la deuxième phrase, c'est une fois, il a su le faire. Il a pu le faire. Donc là, cette fois-ci, dans la deuxième phrase, on a un événement qui s'est réellement produit, qui a été réalisé à un moment précis. Donc vous voyez, quand on dit, quand vous apprenez au collège que can, c'est l'équivalent de be able to, non, c'est pas l'équivalent. Effectivement, il y a des contextes où on sera obligé d'utiliser be able to à la place de can. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, quand on a par exemple will, pour faire une prédiction, on sera obligé de dire will be able to et pas will can. Là, ça marche pas. Mais sinon, si on a le choix entre les deux, du point de vue du sens, on n'aura pas le même sens. Enfin, c'est pas clair. Ma phrase, elle voulait rien dire. Si grammaticalement les deux sont possibles, les deux ne seront pas employés pour dire la même chose. On n'aura pas le même sens. Si on utilise can et be able to, on ne dira pas la même chose. Ça va? Oui? Ok. On continue. Phrase suivante. Pourrez-vous rentrer chez vous pour le déjeuner quand vous serez dans cette école? Peut-être moins compliqué que la phrase. Enfin, moins compliqué. Il y a moins matière à hésiter, je pense, dans cette phrase-là. Donc, pourrez-vous rentrer chez vous pour le déjeuner quand vous serez dans cette école? Est-ce que quelqu'un veut proposer sa phrase à l'oral ou à l'écrit, comme vous voulez? Alors, Elisa, are you going to be able to go home for lunch when you'll be in this school? OK. Est-ce que tout le monde a mis la même chose? Will you be able to go home for lunch when you are in that school? Clémence, will you be able to go home for lunch when you will be attending that school? Ok, donc il y a plusieurs propositions. Finalement, c'est pas si simple que ça. Maëlle a mis comme Maxime. Ok. Alors, on va déjà parler de la première partie de la phrase. Deux propositions, et si quelqu'un a une autre proposition, n'hésitez pas à le dire. Donc, deux propositions ici. Are you going to be able to ou will you be able to? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les deux fonctionnent? Si les deux fonctionnent, quelle est la différence entre les deux formes du point de vue du sens? Les deux sont possibles. Oui, grammaticalement, les deux sont possibles. L'une des deux est plus idiomatique, s'utilisera plus facilement. Enfin, quoique ça dépendra du contexte finalement. Ouais, non, les deux pourraient s'utiliser. Je vous avoue, j'étais en train de vous dire que l'une des deux était plus naturelle que l'autre parce que moi, j'avais pensé à celle-là naturellement. Mais on peut imaginer un contexte pour les deux. Alors, dans les deux cas, Raphaël dit le niveau de certitude. C'est pas le niveau de certitude. Je comprends ce que vous voulez dire. Dans les deux cas, on a une prédiction. Ça, on est d'accord, hein, c'est du futur. Enfin, on a un point de vue, enfin, on parle de quelque chose qui va se passer dans le futur, donc on fait une prédiction. Ici, on pose une question sur une prédiction. Peux-tu prédire que tu seras capable de rentrer chez toi pour le déjeuner quand tu seras dans cette école? Et donc, la prédiction, le modèle qui dénote la prédiction, c'est will. D'accord? Donc, will fonctionner. On fait une prédiction, on demande au co-énonciateur s'il est capable de prédire qu'il sera en mesure de rentrer chez lui pour manger le midi. Will ne montrerait pas une possibilité d'interdiction externe. Non. Je comprends pas ce que vous voulez dire, Elisa. En fait, ce que je veux dire, c'est que will, ça, je pensais du coup que ça pouvait, en réponse, on pourrait dire, ben non, je peux pas parce que j'ai pas le droit. Ah, d'accord.
Alors, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, en fait, on n'aurait pas be able to. Là, comme on a will you be able to, on parle bien de possibilités matérielles. Est-ce que vous serez capable de rentrer? Est-ce que vous aurez le temps? Est-ce que vous aurez un moyen de transport? C'est ça la question ici. Si on avait eu will you go home for lunch, ce serait même pas une histoire d'interdiction, ce serait plus est-ce que vous allez le faire et est-ce que vous aurez envie de le faire plutôt. Mais ici, avec le be able to, cette histoire d'interdiction, non. Donc, will fonctionner tout simplement parce qu'on a une prédiction. Est-ce que vous en serez capable? Est-ce que vous êtes capable de me prédire que vous pourrez le faire? Are you going to be able to go home for lunch? Alors c'est vrai que moi, j'avais pas forcément pensé naturellement à cette proposition parce qu'elle est lourde. Are you going to be able to? On va associer deux formes verbales périphrastiques avec deux fois le marqueur to, ça fait lourd. Mais grammaticalement, ça peut fonctionner. Le sens avec are you going to, ce serait, cette fois-ci, on n'a plus une simple prédiction, on demande de faire une prédiction en se basant sur des signes concrets. Souvenez-vous, be going to, ça veut dire qu'il y a des signes avant-coureurs. Donc là, ça veut dire qu'on a déjà réfléchi à la situation, le co-énonciateur y a déjà réfléchi, et l'énonciateur lui demande, du coup, est-ce que vous allez être capable de le faire? Avez-vous bien pris en compte tout l'aspect matériel? Pourquoi pas, hein. Donc dans les deux cas, on a une prédiction. Avec will, c'est une prédiction totalement subjective. Avec be going to, on y a réfléchi et concrètement, vu la route que vous avez, vu la distance, vu le temps que vous avez entre midi, est-ce que vous serez capable de rentrer chez vous? D'accord? En fait, on sous-entend, en utilisant be going to, on sous-entend, vu tous ces aspects matériels que vous avez pris en compte, est-ce que ça marchera? D'accord? Donc, dans les deux cas, ça marche, mais ici, on préférera will pour une simple raison de style, parce que be going to, c'est long. C'est lourd. Be going to plus be able to juste derrière, c'est lourd. Mathilde, j'imagine que ce message-là était destiné à une discussion privée, je pense. Ou alors, je comprends pas pourquoi ça vient là. Ok, c'est rien. Donc, pour la première partie de la phrase, on est d'accord. Deuxième partie de la phrase, on avait des propositions différentes, il me semble. Oui, on a when you will be in this school, when you are in that school, when you will be attending that school. Alors, this school, that school, ça, je ne sais pas si c'est bien clair pour vous. À nouveau, enfin, non, je ne vais pas utiliser grammatique thématique, ça va vous embrouiller ici. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre this et that? De façon très simple. C'est ça, une question de distance. Alors c'est pas forcément une distance concrète. En fait, this va être tout ce qui va se rapprocher de l'énonciateur. Donc ça peut être distance concrète, physique. Donc par exemple, je vais dire this computer parce que l'ordinateur il est devant moi, il est tout près de moi. Donc ça peut être ça, hein, ça peut être une distance physique. Mais ça peut être aussi une histoire de distance affective et surtout une histoire de distance ou pas énonciative. C'est-à-dire qu'on va utiliser this, et ça, si vous ne le retenez pas maintenant, c'est pas grave. Je vous le dis, si jamais ça vous intéresse, voilà, vous le retenez. Mais on en reparlera quand on préparera le CAPES en master. Mais en gros, si on utilise this, ça veut dire que on va continuer à parler de l'élément. L'élément est nouveau en discours et je suis en train de le présenter. Je vais en parler, il est important. Si j'utilise that, ça veut dire que je clôt le dossier. J'en ai parlé, c'est fini. D'accord? Donc,
This, that, ça peut être tout simplement si on est dans l'exophorie. Ça, si vous le retenez pas, c'est pas grave. Dans l'extra-linguistique, en fait. Si on est dans l'extra-linguistique, this, c'est quelque chose qui est proche de moi. That, c'est quelque chose qui est loin de moi. Ça peut être aussi affectif. This, c'est quelque chose que j'aime bien. This little dog, parce qu'il est tout mignon, on l'aime bien. That awful dog over there, c'est, enfin, pas forcément over there. That awful dog, c'est si on n'aime pas les chiens et celui-là en particulier, on l'aime pas. Il est pas beau, il sent pas bon. That. Donc ça peut être un deuxième sens de this et that. Et donc troisième sens, hein, ça c'est ce que je viens de vous dire là il y a pas longtemps. Si on a this ou that dans un texte qui ne font absolument pas référence à l'extra-linguistique, à la réalité concrète, dans ce cas-là, this permet d'introduire un élément et on va en parler ensuite. D'accord? Donc, on commence à parler de cet élément et cet élément va avoir une importance par la suite. That, ça permet de conclure sur cet élément-là. Donc, on en a parlé, on le connaît déjà et c'est terminé, on n'en parlera pas davantage. Voilà, ça vous permet d'avoir quelques notions de linguistique déjà sur this et that. Maintenant, dans cette phrase-là, on est dans l'extra-linguistique, hein, puisqu'on n'a pas tout un texte entier à commenter. Donc, quand vous serez dans cette école, est-ce qu'on y est dans l'école, là? Si je dis, pourrez-vous rentrer chez vous pour le déjeuner quand vous serez dans cette école? Est-ce qu'on y est? Est-ce que c'est notre école actuelle? Alors, là, Elisa, on n'est pas dans... Ce que je viens de vous dire, du genre, enfin, toute la notion, on va continuer à en parler, on ouvre le dossier, ou on a fini d'en parler, on clôt le dossier, ça c'est quand on a tout un texte. Ça, c'est ce qu'on fera à nouveau en master. Vous aurez tout le texte, donc vous aurez un contexte très précis qui vous permettra d'analyser ça. Là, sans contexte, c'est très compliqué de l'analyser comme ça. Et donc, effectivement, c'est pas notre école actuelle, c'est l'école où on sera plus tard. Donc, concrètement, elle est loin de nous, l'école. D'accord? Dans le temps, ça marche aussi au niveau du temps, d'ailleurs, l'éloignement temporel et ou le rapprochement temporel. Hein, donc, on peut parler d'éloignement spatial, mais aussi d'éloignement temporel. Donc, this school, c'est l'école où on va là maintenant. That school, c'est l'école où on ira plus tard. Ou l'école où on allait dans le passé. D'accord? Donc là, effectivement, on aura that. À l'examen, si vous aviez utilisé this, je compte pas faux. Hein, parce que c'est un peu compliqué, this, that. On peut pas le voir là comme ça en 5 minutes. Donc voilà, si vous aviez mis this school, c'est pas grave. Mais bon, là, comme vous avez donné les deux propositions, autant qu'on le commente, hein, autant voir le plus de choses possible. Donc, on aura plutôt that, hein, parce que, à nouveau, éloignement temporel. On n'y est pas encore dans l'école. Ce sera plus tard. Et dernière chose, et donc c'est, je pense, le point le plus intéressant, vous avez proposé différentes choses. Vous avez proposé when you will be in this school, when you will be attending that school. C'était une bonne idée avec attending. Ou alors when you are in that school. When you attend that school. Alors, est-ce qu'on aura will ou est-ce qu'on n'aura pas will? À votre avis? Eh ben, on va demander à Maxime et Maëlle, puisque ça fait lourd si on rajoute will. J'allais justement demander à Maëlle et Maxime de justifier l'absence de will. Donc Maëlle, vous n'avez pas mis will parce que ça fait lourd. C'est ça? Parce que du coup, on répète 2 fois will. Alors oui, attention, ça fait lourd, c'est pas une justification linguistique. Je comprends, et effectivement, hein, quand vous allez faire de la version et du thème, on va vous le dire, c'est lourd, stylistiquement, ça passe pas. Donc ça, c'est une justification stylistique. Nous, on fait de la grammaire. Donc, linguistiquement parlant, qu'est-ce qui va justifier la présence ou l'absence du will? Ça fait lourd, ça marche pas comme justification linguistique. Alors, Maxime, on a déjà un repère temporel. Il faut préciser. Je ne vois pas l'utilité de remettre un will ici. Pourquoi? On a vu l'année dernière que le présent pouvait très bien expliquer le futur. C'est vrai, on l'a vu.
Alors Reda, il dit when. Ça veut dire quoi, when? Pourquoi vous dites when à ce moment-là? Le time est tense aussi présent. Alors, ouais, si on parle de time et de tense, effectivement, ici, le tense, il est présent. Clairement, le tense futur, il n'existe pas en anglais. Ça ne marche pas. On ne peut pas avoir de tense futur. Donc là, on a du présent. Même dans will you be able to go home, will est au présent. Il est au tense présent. D'accord? Le time, néanmoins, est du futur. Que ce soit pour pourrez-vous rentrer chez vous ou quand vous serez dans cette école, on a du time futur dans les deux cas. Maintenant qu'on a dit ça, va-t-on avoir will ou pas? Et si on le met pas, pourquoi on le met pas? Alors Maxime, vous avez un début d'explication. Il faut être plus précis. On sait qu'on ne parle pas de l'école dans laquelle on est actuellement en première partie de phrase et que c'est du futur. Alors, on ne le répète pas une deuxième fois. Alors, oui, alors ça c'est une justification. Certains linguistes utilisent cette justification-là, mais en fait, il faut quelque chose de plus précis normalement. Et Maxime était sur la bonne piste quand il parlait de repères temporels. Exactement. Si on ajoute un will, ça ajoute du doute. Oui, vous avez raison. Vous voyez, c'est vraiment la base. Modal égale doute. Donc ici, si on met un modal, si on met will, on met du doute. Or, pourquoi on ne peut pas mettre de doute ici, pour la partie quand vous serez dans cette école? Si vous me trouvez la justification, sans être doublant, parce que les doublants, ils en ont entendu parler l'année dernière, donc c'est un peu de la triche. Si vous me trouvez la justification, bravo. Car c'est sûr, elle sera dans cette école. C'est de la triche du coup. Oui, enfin, non, c'est pas de la triche, mais disons que pour ceux qui sont pas doublants et qui arrivent à trouver la justification, c'est bien. Parce que, alors effectivement, Raphaël nous a mis un peu sur la piste. Effectivement, elle sera dans cette école, c'est sûr. Voilà, Jeanne, c'est ça. On ne dit pas pourrez-vous rentrer chez vous, enfin pourriez-vous rentrer chez vous si vous étiez dans cette école, c'est pourrez-vous rentrer chez vous quand vous serez dans cette école. Oui, Jeanne, c'est une tricheuse aussi. Donc, quand vous serez dans cette école. Donc, c'est sûr, la personne va aller dans l'école. Enfin, à l'école, à cette école-là. Donc, ça, c'est sûr. C'est un repère temporel, ici. Or, un repère, et donc là, les doublants font les malins, ils donnent l'explication, mais croyez-moi qu'ils ont eu du mal à comprendre l'année dernière. J'ai dû le répéter plusieurs fois, ça. Donc, voilà. Mais c'est bien, vous l'avez retenu, donc c'est très bien. Donc, quand on a un repère temporel, il faut qu'il soit sûr. Un repère, c'est ce sur quoi on va s'appuyer. Or, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas sûr. Vous, quand vous vous appuyez sur quelque chose, quand vous dites que dans la vie, je sais pas moi, votre petit copain ou votre petite copine, c'est votre repère. C'est voilà, c'est tout ce qui compte, ce qu'il y a de plus important, votre repère, votre pilier. Un repère, un pilier, ça doit être stable, puisque c'est ce sur quoi on va s'appuyer. Si ça va pas, si on a besoin de soutien, bon là, c'est une image, hein, mais vous voyez, c'est ce sur quoi on va s'appuyer, c'est ce qui est sûr dans notre vie. Quand on a des repères, c'est des choses qui sont sûres pour nous, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, parce que voilà, on sait qu'ils vont pas s'effondrer. C'est ça un repère. De façon métaphorique, c'est ça un repère. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va? Jusque-là, on est bon? L'image du repère, vous l'avez bien? Oui? Donc, si vous avez des repères, des piliers dans la vie, ce sont des personnes ou des choses sur lesquelles vous savez que vous pouvez toujours vous appuyer sur ces personnes ou ces choses parce qu'elles sont solides, elles ne vont pas s'effondrer. Elles sont sûres. Là, maintenant, si on transpose cette idée métaphorique à la grammaire, dans cette phrase, pourrez-vous rentrer chez vous pour le déjeuner quand vous serez dans cette école? Quand vous serez dans cette école, c'est ce qu'on appelle un repère temporel. C'est ce qui permet de situer la phrase. C'est une circonstancielle de temps. D'accord? C'est ce qui permet de... Parce que pourrez-vous rentrer chez vous pour le déjeuner? Quand?
Si on précise pas de quand on parle, ça n'a plus de sens. On a besoin d'un repère temporel. D'accord? De savoir, oui, mais cette phrase, elle s'applique à quel moment, de quoi vous parlez, de quand vous parlez. D'accord? Donc, quand vous serez dans cette école est un repère temporel. Donc, qui dit repère dit il faut être sûr à 100%. Donc, on ne peut pas mettre de doute. Donc, quand on a une phrase qui est une circonstancielle de temps, qui sert de repère temporel, on ne mettra pas will dedans. D'ailleurs, l'année dernière, on l'a vu, pas que pour les doublants, ceux qui étaient en L1 l'année dernière, souvenez-vous, et je crois que c'est Derrick qui avait trouvé l'exemple, Derrick qui n'est pas là, parce qu'il redouble, je crois, dans la chanson des Pussycat Dolls, When I Grow Up, elles ne disent pas When I Will Grow Up, elles disent When I Grow Up, I will be, je sais plus quoi, je sais plus ce qu'elles disent qu'elles vont faire quand I will be a star, peut-être, un truc comme ça. When I grow up, c'est le repère. C'est sûr, je vais grandir, un jour je serai grande, et quand je serai grande, donc repère sûr, je ferai telle ou telle chose. Là, on est moins sûr, on fait une prédiction. D'accord? Donc, quand on a comme ça une circonstancielle de temps, donc un repère temporel, il n'y aura pas will dans cette circonstancielle. Parce que il faut qu'on soit sûr, on ne peut pas avoir de doute, donc on ne peut pas avoir de modèle. Ça va? C'est clair? Oui? Ok. Ok, c'est bien Héloïse, c'est cool. Donc, la traduction finale de la phrase, ça va donner Will you be able to go home for lunch when you are in that school? À nouveau, are you going to? C'est pas faux, mais ici, stylistiquement, là pour le coup, c'est pas grammaticalement, ça passe, il n'y a pas de souci. Là, c'est stylistiquement, c'est lourd. Are you going to be able to? Donc c'est pour ça que je le propose pas, mais c'était pas faux. Si vous aviez mis ça à l'examen, c'était bon. Donc, will you be able to go home for lunch when you are in that school? Alors maintenant, si on justifie tout ça, bon, pour la première partie de la phrase, hein, on fait une prédiction. Pourrez-vous rentrer chez vous? On fait une demande de prédiction. Hein. Pouvez-vous me prédire, me dire si vous serez en mesure de rentrer chez vous ou pas? Hein, donc, will, qui permet de faire la prédiction. Ensuite, pour justifier be able to, bah, en fait, on n'a pas le choix ici. On ne peut pas dire will you can go home. On ne peut pas utiliser can, impossible. Donc, on est obligé d'utiliser une forme verbale périphrastique. Donc, on est obligé d'utiliser be able to. Alors, personne n'a proposé be allowed to, c'est bien, parce qu'effectivement, on parle de possibilités matérielles ici. Hein, on parle de, voilà, par rapport à la distance, par rapport au temps que vous aurez pour revenir, etc. Donc, on parle de possibilités physiques, possibilités matérielles. On ne parle pas d'autorisation. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas be allowed to. Je le précise, mais personne ne m'a proposé be allowed to. Donc, mais bon, si quelqu'un l'avait mis sans le proposer, hein, c'était pas possible parce que, à nouveau, hein, on parle de possibilités physiques matérielles et pas de permission, pas d'autorisation. Donc voilà pour cette première partie de phrase. Deuxième partie de la phrase, donc on n'aura pas will dans la subordonnée circonstancielle de temps. On n'aura jamais will dans une subordonnée circonstancielle de temps. Pourquoi? Parce que une subordonnée circonstancielle de temps, une proposition circonstancielle de temps, sert de repère temporel à la phrase. Hein, donc, une circonstancielle de temps sert de repère temporel à la phrase. Or, un repère ne peut qu'être sûr à 100%. Quand on utilise la notion de repère,
c'est forcément quelque chose de sûr. Un repère ne peut qu'être sûr à 100%. On ne peut pas mettre de doute dans un repère. D'accord? Donc, une circonstancielle de temps, c'est un repère temporel. Un repère est forcément sûr à 100%. Qui dit modal dit doute. Qui dit modal dit doute, forcément. Modal égale doute. Donc, on ne peut pas mettre de modal dans un repère, dans une circonstancielle de temps. D'accord? Donc, ici, on ne peut pas mettre will. Impossible. Donc, cette analyse, j'ai perdu mes mots. Pour pouvoir faire cette analyse, vous êtes censé pouvoir analyser, savoir ce qu'est une circonstancielle de temps. Bon, ça, je pense que ça va. C'est une proposition qui permet de repérer dans le temps, tout simplement. Alors ça, ne vous inquiétez pas, si pour certains c'est pas clair, on va en reparler en CM. Quand on parlera de will, justement, on refera un point là-dessus en CM. Je redirai plus ou moins la même chose que maintenant, hein, mais peut-être qu'à ce moment-là, quand on aura parlé de will, etc., ça vous paraîtra plus clair. Si c'est pas clair à 100% maintenant, c'est pas grave. Je vous dis, l'année dernière, quand on l'a fait en début de semestre, ça paraissait clair pour beaucoup de monde. Puis quand on en a reparlé en milieu de semestre, c'était plus si clair que ça. Donc vous inquiétez pas, on va en reparler. Cette notion-là, on va la revoir. Il me semble que j'avais dû en parler aussi pendant l'introduction linguistique. Et donc l'année dernière, on en avait parlé. Parce que je me souviens de l'exemple de Derry qui était content de son exemple. Voilà, j'adore ce cours. Ah bah c'est chouette, c'est cool si vous aimez bien. C'est la linguistique. Ça, c'est vraiment de la linguistique. Vous voyez, ce qu'on faisait l'année dernière, c'était encore beaucoup de la grammaire. Là, on fait du thème grammatical, mais on explique d'un point de vue linguistique pourquoi telle ou telle forme peuvent s'utiliser ou pas. C'est ça qui est intéressant. La grammaire, c'est sympa, c'est bien de savoir utiliser les formes grammaticales, mais pouvoir expliquer, c'est mieux, c'est plus intéressant, forcément. Bon, bah tant mieux, si vous comprenez bien, c'est génial. C'est le but. Et ben écoutez, le temps passe très vite. C'est ça, le cours, il se termine à 11h ou 11h30 le cours 11h, hein, je crois. 11h, ouais, ça passe vite. Il est 11h, donc voilà. Vous continuez à préparer pour la semaine prochaine. On va parler d'autres modos la semaine prochaine. La phrase suivante, elle est intéressante, vous allez voir. De toute façon, les phrases sont toutes intéressantes. Hein. Mais voilà, donc on continuera la semaine prochaine. En attendant, relisez bien votre cours, le CM, et qu'on voit aussi en TD, hein, ça fait partie du cours finalement. Et voilà. Donc, bonne journée. Bon week-end, si vous êtes déjà en week-end. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais bon. Et à la semaine prochaine.